à toutes et à tous, aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc, Carole Taudière de Syndex, intervenante depuis longtemps à Syndex, spécialisée dans la prévention des risques et des risques professionnels, hein, les questions de santé et sécurité. Je suis accompagnée de Christelle Lucas. Et nous sommes suivis en Bonjour. direct à Lyon par les groupes de Lyon et de Besançon. Alors, on va parler aujourd'hui du document unique d'évaluation des risques professionnels. Vous connaissez l'acronyme de DERP ou DUERP. C'est un support qui est essentiel à la démarche de prévention des risques professionnels. On va aborder, regardez ici voilà. On a prévu, donc on a 1 heure de webinaire, une présentation assez succincte. On aura des temps d'échange avec vous. Alors, on vous invite à poser les questions dans le chat. Vous avez Mm. le petit onglet de chat. N'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure de la présentation et on prendra le temps d'y répondre. On fera des césures au cours de la présentation. Dans un premier temps, on vous propose d'abord de faire un rappel sur les obligations de l'employeur en matière de prévention des risques professionnels, de façon à ce que vous puissiez bien identifier la place et le rôle du document unique dans le dispositif légal de prévention des risques professionnels, dans les obligations de l'employeur. On va parler ensuite du contenu du DUERP, concrètement, son contenu, qu'est-ce qui est attendu, la méthode préconisée pour établir le document unique, et puis la finalité du DUERP. La finalité du DUERP, ça va être de pouvoir établir la stratégie de prévention des risques professionnels. C'est très important parce que c'est en regard de cette stratégie que le DUERP est conçu. Et puis enfin, donc là, on fera une petite césure après avoir évoqué ces questions et on répondra à vos questions. Et puis, on abordera ensuite les leviers d'action du CSE pour pouvoir améliorer le contenu du document unique et ainsi faire progresser la démarche de prévention des risques dans l'entreprise. Alors, premier sujet, un bref rappel sur les obligations de l'employeur en matière de prévention des risques. Le principe fondamental en droit du travail est que l'employeur doit protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Donc, il y a différents articles du Code du travail qui prévoient ces obligations. Dans la partie 4 du Code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale. Parmi ces mesures, on retrouve des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité, des actions d'information, de formation des salariés pour qu'ils puissent être préparés, connaître et savoir mettre en œuvre les bonnes méthodes, les bonnes pratiques face aux risques. Et puis également la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Ça figure parmi les mesures de prévention à mettre en œuvre par l'employeur. L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des changements, des évolutions et tendre vers l'amélioration des situations existantes. On parle de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail. Alors, cette obligation de prévention, elle a le caractère d'une obligation renforcée en droit. On a parlé pendant longtemps, à la suite des arrêts amiantes de 2002, d'une obligation de sécurité de résultat. On parle maintenant, dans des arrêts récents de jurisprudence, d'une obligation de moyens renforcée. En tout cas, retenez cette idée qu'il s'agit en droit d'une obligation renforcée. Concrètement, si un incident survient, la faute inexcusable de l'employeur pourra être reconnue à 2 conditions. Si l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié, par exemple, si le CSE avait alerté l'employeur sur un danger auquel étaient exposés les salariés, si l'employeur aurait dû avoir conscience du danger, c'est-à-dire en accomplissant ses obligations d'évaluation des risques, c'est précisément l'objet du document unique. Ça, c'est la première condition. Il avait conscience du danger ou aurait dû en avoir conscience. Et deuxième condition de la faute inexcusable, il n'a pas pris les mesures nécessaires de prévention. Il a été carent en matière de prévention. Et dans ce cas-là, la faute inexcusable peut être reconnue. Et donc, elle implique des sanctions pénales, mais également civiles, sous forme de majoration d'indemnités et de rente pour les victimes ou les ayants droit. Voilà, donc ça, c'est vraiment le principe fondamental dont découlent les obligations en matière d'évaluation et de prévention. Alors, concrètement, que va devoir faire l'employeur pour satisfaire à cette obligation et garantir la protection effective de la santé physique et mentale des salariés? Il va devoir d'abord évaluer les risques. La démarche, alors vous verrez, on va l'évoquer, c'est une démarche dynamique, c'est une démarche, la prévention, dynamique et itérative. On commence par l'évaluation des risques.
L'évaluation des risques doit être réalisée en respectant un certain nombre de principes, de règles qui sont fixées notamment dans la circulaire de 2002. Parmi ces principes, il y a la prise en compte du travail réel. C'est un point fondamental. L'évaluation doit être réalisée en tenant compte des conditions réelles d'exposition au risque des salariés. Tous les résultats de l'évaluation doivent être transcrits dans le document unique, d'où le nom, c'est un document unique. Tous les résultats de l'évaluation doivent être inscrits dans ce document. Et ce document doit être mis à jour régulièrement de manière à tenir compte de l'évolution de la situation et pouvoir avoir une prévention efficace qui réponde effectivement aux risques présents dans l'entreprise. Une fois que l'évaluation est réalisée, que tous les risques ont été recensés dans l'entreprise, alors la stratégie de prévention peut être établie. On va pouvoir élaborer les actions de prévention qui permettent d'agir sur les risques identifiés dans le DUERP. Et là aussi, il y a un certain nombre d'obligations à respecter. L'employeur doit établir ce qu'on appelle un PAPRI-Pacte, un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Le CSE est d'ailleurs consulté sur ce document. Ce document doit respecter des exigences de fond et de forme. Sur le fond, il doit respecter les 9 principes, on va le redire, je vous le dirai à nouveau tout à l'heure, il doit respecter les 9 principes généraux de prévention qui sont indiqués dans le Code du travail. Et ces principes généraux demandent à l'employeur d'orienter ses actions de prévention vers la prévention primaire. Je ne sais pas si cette notion vous parle. On distingue en prévention différentes catégories d'actions, la prévention primaire, la prévention secondaire, la prévention tertiaire. C'est la prévention primaire qui est la plus efficace et donc le Code du travail demande à l'employeur d'agir prioritairement en prévention primaire. Et puis, un certain nombre d'exigences de forme, c'est-à-dire que dans le PAPRI-Pacte, il doit y avoir un certain nombre d'éléments renseignés qui détaillent les mesures prises. Et parmi celles-ci, ça c'est un ajout qui est issu de la loi de 2021 Santé-Travail, il doit y avoir des indicateurs de résultats, c'est-à-dire qu'il faut évaluer l'efficacité des mesures prises. Et donc, vous voyez qu'on est dans le cadre d'une démarche dynamique, itérative de prévention des risques. La circulaire de 2002 pointe bien la nécessité d'une évaluation préalable. Avant de commencer à mettre en place des actions de prévention, il faut évaluer les risques. Il faut donc commencer par préparer la démarche, définir comment l'évaluation va être réalisée, selon quelle méthode, associer les différentes parties prenantes dans l'entreprise, c'est un point très important, le caractère collégial de la démarche de prévention, donc les acteurs internes, dont le CSE, mais également des acteurs externes, comme le service de prévention et de santé au travail. Ensuite, l'évaluation des risques va être réalisée, ici, et puis elle permettra, sur cette base, d'élaborer un programme d'action de prévention qui vont viser, je vais vous montrer tout à l'heure, les risques prioritaires, les risques les plus critiques. Alors, le plan d'action de prévention est ensuite mis en œuvre et à l'issue de cette mise en œuvre, on va mesurer l'efficacité des actions de prévention, réévaluer les risques. Et donc, vous voyez, là, on est dans le cadre d'un cycle annuel. Chaque année, toute la démarche doit être déployée et s'inscrire dans une logique d'amélioration continue. C'est-à-dire, chaque année, on essaye de progresser dans la prévention, on supprime des risques, on met en place des actions de prévention plus efficaces. Si à la fin de l'année, on a des risques assez critiques qui concernent beaucoup de salariés et pour lesquels les actions mises en œuvre n'ont pas été efficaces, elles ne doivent pas être reconduites l'année suivante. L'idée, c'est de mettre en place une démarche d'amélioration continue. Alors, une fois posées ces bases sur le dispositif légal, abordons maintenant le contenu du DUERP et les obligations spécifiques. Alors, le DUERP, l'obligation date de 2001, donc ça commence à dater déjà, quasiment 25 ans. C'est une obligation pour toutes les entreprises dès la première embauche. Dès le premier salarié, le DUERP doit être établi. Il y a une méthode à suivre qui est définie par la circulaire du 18 avril 2002 et parmi les principes affirmés dans cette circulaire figure notamment la nécessité de prendre en compte le travail réel. Ça, c'est un point très important. Nous, on le voit dans le cadre de nos expertises. Le défaut de prise en compte du travail réel fait souvent que les DUERP sont mal construits, que l'évaluation est mal faite. Et donc, ça ne permet pas une prévention efficace ensuite. Voici ce que dit la circulaire. La pertinence de l'évaluation des risques repose sur la prise en compte des situations concrètes de travail, dit travail réel. Il faut donc prendre en compte le travail réel. Conséquence de ce principe,
L'évaluation ne doit pas être réalisée au global pour toute l'entreprise, elle doit être réalisée de façon spécifique par unité de travail. Donc, la démarche commence par un découpage de l'entreprise en unités de travail. Qu'est-ce qu'une unité de travail? C'est un ensemble de postes ou de situations de travail qui vont être exposés au même type de risque professionnel. Et à partir de ce découpage, on va pouvoir associer les travailleurs et les travailleuses dans ces différentes unités à l'évaluation des risques. Regardez ce que dit la circulaire encore. Les travailleurs eux-mêmes apportent une contribution indispensable, sachant qu'ils disposent des connaissances et de l'expérience de leur propre situation de travail et des risques qu'elle engendre. Vous voyez, donc principes fondamentaux, prise en compte du travail réel, découpage par unité de travail cohérente et association des travailleurs à l'évaluation. Ce sont des garanties de qualité pour l'évaluation des risques. Quelle est la vocation et la nature du document unique? Qu'est-ce qu'on va y trouver? On y trouve un diagnostic des facteurs de risque, c'est-à-dire que l'ensemble des risques seront recensés pour chaque unité de travail. Donc, la clé d'entrée, c'est l'unité de travail. Et on va retrouver pour chaque unité de travail l'ensemble des risques auxquels les salariés de cette unité sont exposés. L'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, répertorie 17 familles de risques professionnels, depuis les risques classiques, les risques physiques, chimiques, biologiques, jusqu'aux risques psychosociaux et troubles musculo-squelettiques. Ces derniers risques étant des risques plurifactoriels. Donc, c'est la combinaison d'un ensemble de facteurs de risque qui génèrent la situation à risque et les atteintes à la santé. C'est une analyse des conditions d'exposition des salariés. Pour chaque risque recensé, vous avez normalement dans le DUERP la description des conditions d'exposition des salariés qui doit tenir compte du travail réel. Et ça, c'est fondamental parce qu'à défaut, on ne sera pas en mesure de mettre en place les bonnes actions de prévention. Et donc, ce document, contenant ces différents éléments, sert de base tangible pour définir les stratégies d'action de prévention. Vous retrouverez ici un document de l'INRS spécifique sur le document unique. Donc, l'évaluation procède d'une démarche approfondie. On commence par découper le document unique en unités de travail. On va ensuite, pour chaque unité, identifier et recenser l'ensemble des risques, depuis les risques classiques, physiques, chimiques, biologiques, jusqu'aux risques psychosociaux pour chaque unité de travail. On trouve encore des DUERP où, pour les risques psychosociaux, c'est une évaluation globale, donc qui n'est pas très pertinente, qui est très, très théorique, qui ne tient pas compte du réel. Et la demande, c'est bien d'évaluer systématiquement par unité de travail. Ensuite, pour chaque risque, les risques seront caractérisés en fonction de critères de probabilité et de gravité. Et ils seront pondérés pour tenir compte des actions entreprises en matière de prévention des résultats obtenus. C'est-à-dire qu'on peut considérer sur un niveau brut d'évaluation que le risque est critique, mais si des actions de prévention sont déjà mises en place, organisationnelles, techniques, humaines, on considère que le risque réel, souvent c'est appelé risque résiduel dans le document unique, est plus faible. Et donc, ça permet d'aboutir ici à une hiérarchisation des risques pour chaque unité de travail qui peut permettre de prioriser ensuite les actions de prévention. Et dans le plan d'action de prévention ensuite, l'idée, c'est de viser les risques prioritaires. C'est ceux que vous retrouvez, le code couleur qu'on retrouve dans les documents uniques d'évaluation des risques, les risques en rouge, orange, ce sont les risques prioritaires que visent les actions de prévention qui devront être définies. Alors, une mention importante, la construction du DUERP doit associer les acteurs internes de l'entreprise, peut mobiliser également des acteurs externes, le service de prévention et de santé au travail, les services de prévention des CARSAT, le réseau ANACT et ARACT, ou des organismes et instances de branche qui peuvent apporter leur contribution si en interne, il n'y a pas les compétences nécessaires pour pouvoir réaliser ce travail d'évaluation des risques. Encore quelques compléments sur le DUERP. Le DUERP doit répondre à 3 exigences et être actualisé régulièrement. Alors, ça, c'est un point vraiment important. Il n'y a pas en droit d'obligation formelle. Il n'y a pas de forme, de rubrique, de mention imposée pour le DUERP. En revanche, le DUERP doit répondre à 3 exigences. La première, c'est la cohérence, en regroupant en un seul document les risques professionnels.
C'est le sens du DUERP, un document unique. On regroupe dans ce document tous les résultats de l'évaluation. Deuxième principe, la lisibilité. Ce critère-là, il faut le prendre au sens littéral. Le document doit être lisible, accessible. C'est la condition pour une démarche de prévention qui soit collégiale, qui associe différents acteurs. Il faut que l'ensemble des acteurs puissent utiliser, consulter et améliorer, intervenir sur ce support. Donc, il doit être lisible. La collégialité de la démarche, c'est vraiment dans la circulaire de 2002, un principe essentiel, c'est un gage de réussite de la démarche. Ça doit être pluridisciplinaire et collégial. Donc la lisibilité, alors j'insiste sur ce point parce qu'on voit très souvent des documents qui sont difficiles d'accès, qui sont assez opaques, très complexes, et pour lesquels les représentants du personnel sont souvent en difficulté. Le critère, c'est la lisibilité. Ensuite, autre critère, la traçabilité de l'évaluation garantie par un report systématique des résultats, de façon à ce que le document soit mis à jour régulièrement et soit un support valide pour mettre en place la stratégie de prévention. Pour les obligations de mise à jour, donc on revient sur l'histoire du cycle annuel, il y a une mise à jour obligatoire au moins chaque année, c'est fait au moins une fois par an, la mise à jour du DUERP pour toutes les unités de travail. C'est mis à jour également lors des changements importants, lorsqu'il y a un changement important dans l'entreprise, un déménagement, un changement d'organisation, de nouveaux équipements de travail. Normalement, il y a une consultation obligatoire préalable du CSE. Et dans le cadre de cette consultation, l'employeur devrait présenter au CSE l'évaluation qu'il a réalisée des risques potentiels induits par le projet, de manière à ce que la consultation permette de discuter ensuite des actions de prévention adaptées à mettre en place. Donc, à l'occasion de tout changement, il y a une obligation de mise à jour du document unique. Autre cas de figure, lorsqu'une information supplémentaire arrive à la connaissance de l'employeur en cours d'année, intéressant l'évaluation d'un risque en particulier. Par exemple, parce que le CSE a réalisé une inspection et qu'a été identifié à cette occasion un risque particulier qui ne figure pas déjà dans le DUERP, parce qu'il y a eu une enquête à la suite d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, parce qu'il y a eu le recours à une expertise qui a mis en évidence un certain nombre de risques. Tout ça, ça permet d'alimenter, d'enrichir le document unique d'évaluation des risques. Alors, quelques critères pour vous aider à vous repérer quand vous lisez, quand vous parcourez un document unique. À quels critères peut-on identifier qu'un DUERP n'est pas bien réalisé, ne répond pas à sa fonction? Premier critère, la méthode d'évaluation mise en œuvre n'est pas indiquée. Normalement, dans le préambule du document unique, vous devez avoir la méthode qui est précisément indiquée, c'est-à-dire comment l'évaluation est réalisée, comment les investigations ont-elles été menées, quels sont les critères pour la cotation des risques, y a-t-il une méthode de cotation différente pour les risques psychosociaux? Normalement, c'est le cas, mais on voit parfois que ça n'est pas appliqué, alors que la cotation doit être différente. Donc, tout ça, ça doit être inscrit dans le préambule du document unique. Autre critère, le document n'est pas réalisé, l'évaluation n'a pas été réalisée avec les salariés. Les salariés n'ont pas été associés. Ça, c'est un élément qui indique que le travail réel n'a pas pu être bien pris en compte. Donc là, normalement, vous devriez avoir dans la méthode indiquée en préambule, l'information de l'association des salariés, de combien de salariés dans chaque unité de travail, selon quelle méthode, est-ce qu'il y a eu des échanges informels au poste de travail avec les salariés, des observations, est-ce qu'il y a eu un questionnaire, est-ce qu'il y a eu des entretiens, vous voyez, des échanges collectifs avec les salariés d'une unité de travail, des représentants, des représentantes, pour évaluer les risques ou pas. Typiquement sur les risques psychosociaux, la démarche préconisée, c'est celle-ci, c'est de regrouper les représentants de l'unité de travail et d'avoir une discussion sur les différents facteurs de risque. Donc ça c'est un critère essentiel. Autre critère, il n'est pas fondé sur des unités de travail cohérentes. C'est-à-dire, alors souvent, il y a des unités de travail, mais parfois, le découpage est mal fait. Je vous donne un exemple. On trouve dans le DUERP une unité de travail. Donc, on a, imaginons, des activités industrielles, administratives, etc. Et donc, on a une unité de travail administratif. Et cette unité-là regroupe tous les salariés de la direction financière, tous les salariés des services communication, des services ressources humaines. Leurs activités sont différentes. Ils ne sont pas exposés aux mêmes risques ni aux mêmes facteurs de risque. Et pourtant, ils sont regroupés dans une même unité administrative. Donc ça, c'est une unité qui est mal définie.
qui ne permettra pas d'aller précisément évaluer les risques pour cette unité-là. Autre critère, le DUERP ne montre pas les situations de travail réelles. Normalement, vous devez avoir dans le document unique, je l'ai dit tout à l'heure, la description des conditions d'exposition. Quand vous le lisez, vous devez voir la trace des situations réelles de travail. Il doit y avoir des éléments, des descriptions qui montrent que l'évaluation a été faite dans les conditions réelles du travail. Ça, c'est un critère de qualité également. Autre critère, il n'est pas mis à jour régulièrement et on retrouve dans le DUERP des risques qui n'existent plus, par exemple des risques qui sont associés à un bâtiment dans l'entreprise mais qui n'existent plus. Je vous dis ça, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps. Et inversement, des risques nouveaux, mais qui n'ont pas été intégrés dans le document unique. Et donc, évidemment, dans ces conditions, le document ne sert pas de base tangible pour établir une stratégie de prévention efficace. Autre critère, le document ne fait pas apparaître les risques psychosociaux ou alors les fait mal apparaître. C'est-à-dire qu'on a par exemple une évaluation des risques psychosociaux globale pour toute l'entreprise et qui n'est pas faite par unité de travail, ou une évaluation qui n'est pas fondée sur la grille d'analyse normée maintenant sur les risques psychosociaux, qui est la grille GOLAC avec les 6 familles de facteurs de risque. Voilà, je vous propose de prendre maintenant des questions, voilà, d'avoir un petit temps sur les questions. Oui, alors il y a eu beaucoup de questions pendant cette première partie de présentation et on vous en remercie. Je vais essayer de faire une petite sélection, voilà, sachant que on a déjà repéré en fait qui viendront plutôt à l'occasion de la deuxième partie de la présentation. Évidemment, on ne pourra pas toutes les prendre. Je pense qu'il y en a une première peut-être déjà pour clarifier, vu le sujet, c'est mieux de se dire de quoi on parle. Effectivement, de savoir quelle était la différence, si on faisait une différence entre DU et DUERP. Et donc, non, on parle bien en fait du même sujet. C'est effectivement juste l'acronyme qui a évolué, mais on est bien sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Voilà, donc on est bien sur le même sujet. Ça, c'était une question qui me semblait intéressante pour clarifier un peu les choses. Après, j'en ai regroupé quelques-unes. Il y a une question qui est arrivée très vite de la part de Didier Clévenot, notamment sur les moyens finalement. Est-ce qu'ils sont différents quand on est dans une société de plus ou de moins de 50 salariés, alors, évidemment, sur la mise à jour, notamment du DUERP, et puis en matière aussi de formation SSCT. Donc là, en l'occurrence, enfin voilà, les choses sont assez claires. L'obligation de l'employeur, puisque c'est une obligation effectivement de préservation de la santé, en réalité, dès qu'il y a un salarié, il est dans l'obligation de mettre en œuvre en fait un DUERP. Donc là, il n'y a pas d'effet de seuil. En réalité, les risques sont existants et donc il a cette obligation-là. Peut-être, Carole, à proprement parler, les moyens des formations SSCT entre plus et moins de 50, je peux peut-être te laisser du coup pour Ouais, préciser les choses. Enfin, oui. si, voilà. Alors, sur le sujet des formations SSCT, pour Oui. les élus du CSE, alors ça, c'est un sujet, oui, qui est relatif plutôt aux prérogatives. On peut le traiter en Formation, deuxième partie. Ouais. ouais, ouais. Alors, les formations SSCT, c'est plutôt CSE pleine prérogative qui ont les prérogatives des anciens CHSCT, c'est-à-dire les plus de 50, les Mhm. formations SSCT. Ouais. On pourra repréciser ce point. Alors, il y a un point, une question de Yves Puyraveau qui me semble intéressante parce que du point de vue de Syndex, nous, on a la volonté que les rôles de chacun soient bien clarifiés. Sa question, c'était quand doit être intégré le CSE dans la construction du DUERP? Est-ce qu'il est seulement consulté ou est-ce qu'il a l'obligation en fait Alors, de OK. participer à la Ouais. construction? Alors peut-être on la met en partie 2. Oui, je garde la C'est ça que question. t'allais. On va C'est l'aborder ça. en partie 2. Non, mais c'est pour bien distinguer, On c'est-à-dire est d'abord de d'accord. parler du contenu de la méthode, des On est obligations, et d'accord. ensuite d'évoquer, ouais, les Pour prérogatives le du coup, CSE. je l'avais pas bien repositionné avec la multitude des questions qui a été posée. Alors peut-être d'un point de vue pratico-pratique, une question de Valérie Binet. Si on a plusieurs sites,
est-ce qu'on fait un DUERP par site? Qui était d'ailleurs une question qui était un peu similaire, sauf erreur Mhm. de ma part au niveau de Rhône-Alpes, qui a été relayée par Rhône-Alpes. Voilà, comment Ouais. se décline un DUERP au sein d'une établissement quand il y a plusieurs lieux de travail. Ben, alors, franchement, le bon critère, c'est toujours la Mm. question de, enfin, rappelez-vous, la définition d'unité de travail, c'est ensemble de postes, de situations de travail exposés au même type de risque. On peut faire l'hypothèse, quand on est sur des sites distincts, que tous les risques liés à l'environnement de travail, au bâtiment, à la circulation, enfin, vous voyez, les risques physiques, les risques classiques, vont varier d'un site à l'autre, selon que le bâtiment est très vétuste, dégradé, ou qu'au contraire, il est moderne, bien équipé, confortable, etc. Bon, et puis il peut y avoir des conditions, enfin, ça va bien au-delà, hein, des risques d'agression, par exemple, etc. Et donc, se fondant sur ce critère, ben, ce serait plus pertinent d'avoir des unités de travail spécifiques pour chaque site, évidemment. Mais surtout pour ces risques-là. Parce qu'à l'inverse, si on parle des risques psychosociaux, vous voyez, vous pouvez, je prends l'exemple, par exemple, la configuration dans la banque. Une entreprise de la banque avec des sites distincts, plein d'agences bancaires réparties sur le territoire. Évidemment, les risques physiques seront peut-être distincts selon les sites, voire les risques liés à la clientèle. Par contre, sur les risques psychosociaux, enfin, le bon critère, c'est plutôt le métier, c'est-à-dire c'est le fait d'être conseiller particulier, d'être conseiller professionnel, d'être voyez, à l'accueil, qui définit plutôt le type de risque. Bon, donc, bah, il faut combiner dans ce cas-là plusieurs critères, c'est-à-dire retenir le critère géographique pour l'évaluation sur la partie risque classique et puis retenir le critère métier sur la partie risques psychosociaux. C'est possible, hein. On voit des DUERP maintenant qui combinent en fait une double nomenclature en termes d'unité qui permet de tenir compte à la fois des risques physiques et aussi des risques physiques, chimiques, biologiques, etc. et des risques psychosociaux. C'est possible. Et du coup, moi, je ferais bien le prolongement par rapport à ce que tu donnes comme éclairage, Carole, par rapport à cette question des constructions des unités de travail, avec une des questions en fait posées par notamment Jérôme Burel, qui est est-ce que finalement les activités des prestataires extérieurs, hein, j'imagine, on s'en entend, sont-elles considérées ou doivent-elles être considérées comme une unité de travail? Puisque effectivement, je pense qu'il y a vraiment la question derrière certes, on est bien sur un statut différent. Et il se peut qu'il y ait des logiques qui puissent être différentes, y compris des problématiques d'accès à la formation ou des choses comme ça. Mais il me semble qu'il y a quand même bien derrière le fait de bien considérer qu'une unité de travail, ce sont bien des travailleurs qui sont soumis au même risque, quel que soit le poste qu'ils occupent ou quel que soit leur Ouais. statut en réalité. Oui, Hein, ouais. c'est bien cette Oui, notion-là qui... oui, c'est cette notion-là. Vraiment, c'est ça le critère, hein. C'est vraiment, enfin, c'est vraiment le critère de l'exposition au risque professionnel. Est-ce que les personnes sont exposées ou pas au même type de risque professionnel, quel que soit le statut, le lieu d'exercice, etc., ou pas. Après, la difficulté parfois, c'est que dans des entreprises, surtout de grande taille, si vous spécifiez trop, alors l'idéal, ce Hmm. serait d'aller au niveau vraiment des postes de travail, hein, pour être au plus près du travail réel. Après, le problème, c'est que ça finit par devenir inopérant si le nombre d'unités de travail est trop importante. Voilà. Donc en fait, il faut trouver le juste milieu et définir des unités de travail les plus cohérentes possibles, quitte à spécifier certains risques à l'intérieur d'une unité en disant, ben, par exemple, il y a un sujet spécifique pour les prestataires au regard de telle ou telle problématique particulière. Mais en les laissant dans une unité de travail cohérente. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec 150 unités de travail et ça devient très compliqué ensuite, hein. Voilà. On va Après, peut-être. encore une, ouais, j'avais peut-être juste une dernière nature de question, et effectivement, parce qu'on ne peut pas prendre toutes les questions là, mais celle-là a une nature un petit peu différente. Elle nous vient du coup des collègues qui accueillent sur Rhône-Alpes effectivement des élus pour cette présentation et qui évoque la question du délai dont dispose la direction en fait pour résoudre les risques remontés dans le DERP, qui est évidemment une question qui est importante, qui, à mon sens, quand même, peut-être déjà peut renvoyer au niveau de priorité
des actions de prévention à mettre en œuvre selon le degré, selon l'évaluation en fait du degré du risque qui est Ouais. apprécié. Et donc ça, j'allais dire, plus le risque est coté Mm. de manière forte, avec une priorité d'action forte, quelque part, plus l'injonction qui est faite à l'employeur de mettre en œuvre des Ouais. actions de prévention rapidement doit être faite. Après, d'un point de vue purement légal, j'allais dire en dehors d'un risque juridique qui est pris par l'employeur, il me semble, mais Carole, tu compléteras, que un délai, il n'y a pas de délai préfixe qui sont donnés par le Non, ça, législateur, hein. effectivement, non. Alors, il n'y a pas de délai donné, mais il y a quand même deux éléments. Un, on l'a dit, la démarche, c'est annuel, hein, c'est un Mm. cycle annuel. Donc, mise à jour du DUERP, élaboration du plan d'action et ensuite mise en œuvre des actions de prévention. Donc, logiquement, ça doit quand même être réalisé de façon assez rapide. Puis, le deuxième AC, c'est l'obligation légale. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est Mm. une obligation renforcée. Dès lors que l'employeur a conscience du danger, s'il a été Mm. alerté, et s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et sécurité des salariés, si un incident survient, générant des atteintes graves à la santé et sécurité, la faute inexcusable peut être reconnue. Et donc, la responsabilité de l'employeur est engagée, hein. Donc C'est ça, c'est ça. quand même, et ça, c'est vraiment une. Vous avez, Mm. alors, l'enjeu du coup, hein, ce qu'il faut retenir, mais on va l'évoquer après, c'est que pour le CSE, l'enjeu majeur, c'est vraiment de formaliser les remontées que vous faites à l'employeur sur les risques identifiés, c'est-à-dire vraiment documenter les risques que vous avez identifiés. Il ne faut pas se limiter simplement à alerter vaguement sur un risque que vous avez identifié, hein. C'est vraiment documenter le risque, décrire les conditions d'exposition, les atteintes à la santé que vous avez déjà repérées. Typiquement sur les risques psychosociaux, il y a souvent déjà des atteintes à la santé, hein, voilà, qu'on appelle les troubles psychosociaux, déjà un certain nombre de symptômes qui montrent que les gens sont en souffrance. Donc, documenter ces éléments de façon à ce que l'employeur soit alerté de façon formelle, hein. Et de ce fait-là, ça active, si vous voulez, son obligation de prévention, parce que sa responsabilité pourra être retenue s'il ne met rien en place alors qu'il a été alerté. On termine peut-être Oui. voilà, sur cette partie-là. Je n'étais pas allée tout à fait jusqu'au bout, juste pour vous donner à voir la finalité. Ce n'est pas l'objet directement du webinaire, mais c'est très important. C'est que le DUERP en soi n'a pas de sens. C'est-à-dire faire un document où on recense l'ensemble des risques, si ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens. La finalité du DUERP, c'est de servir de support à l'élaboration de la stratégie de prévention. Il faut vraiment avoir ça en tête. La finalité, c'est faire de la prévention efficace. Donc, en droit, le Code du travail le dit de manière très explicite. Chaque année, la mise à jour du DUERP débouche, hein, c'est le libellé du texte de loi, débouche sur l'établissement du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Donc l'acronyme PAPRIPACT. Donc chaque année, mise à jour du DUERP, élaboration du PAPRIPACT. Ce PAPRIPACT fixe la liste détaillée des mesures qui vont devoir être prises au cours de l'année. Je vous ai dit tout à l'heure, ces mesures sur le fond doivent respecter les principes généraux de la prévention. Vous les trouvez page suivante. Alors, on ne va pas les passer en revue. Vous les retrouvez partie 4 du Code du travail. Mais ces principes, clairement, énoncent la priorisation qui doit être faite de la prévention primaire. C'est la prévention primaire qui doit être privilégiée, c'est-à-dire, regardez les premiers, hein, il faut éviter les risques, évaluer les risques qu'on n'a pas pu supprimer, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'agir à la source du risque, sur le danger, sur l'exposition des salariés, hein. Et donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on peut distinguer les trois catégories d'actions de prévention. La prévention primaire que doit mettre en place prioritairement l'employeur parce que c'est la plus efficace, c'est celle qui consiste à combattre le risque à la source. Et donc, elle est centrée. L'objet de la prévention, de la mesure de prévention, c'est l'organisation de travail au sens large. Tandis que les actions de type secondaire ou tertiaire, ce sont les actions qu'on met en place alors qu'on n'a pas touché au risque. Le risque est là, on va simplement, en prévention secondaire, essayer de renforcer les moyens dont disposent les individus pour se prémunir des atteintes à la santé, hein. Typiquement, par exemple, sur un risque lié au bruit, hein, d'atteinte auditive liée au bruit, ce sera de mettre des bouchons d'oreille. Alors qu'agir en prévention primaire, il aurait fallu réduire le bruit à la source, c'est-à-dire trouver un moyen pour que les machines utilisées produisent moins de bruit, c'est-à-dire changer les machines si elles sont très bruyantes. Vous voyez, donc, ça, c'est très important, hein, prévention primaire qui doit être privilégiée. Donc, ça, au plan, sur le fond,
le PAPRIPAC doit contenir des actions de prévention orientées prévention primaire. Sur la forme, le PAPRIPACT doit contenir un certain nombre de renseignements, c'est-à-dire pour chaque mesure, il doit y avoir le détail de ses conditions d'exécution, des responsables, c'est-à-dire quelle est la personne dans l'entreprise qui va être responsable de la mise en œuvre de la mesure, le calendrier prévisionnel de la mise en place de la mesure, le coût, l'estimation du coût financier de cette mesure et des indicateurs de résultats. Ça, c'est un ajout, loi santé-travail 2021. Hein, maintenant, on demande à l'employeur, mais ça montre bien qu'on est vraiment dans une logique d'amélioration continue. Il faut que la démarche ait du sens. L'idée, c'est que quand on élabore la mesure, on doit tout de suite se poser la question de sur quels critères on va apprécier l'efficacité de cette mesure. À quoi on va voir que la mesure a été efficace. Et donc, évidemment, alors là, je vous ai mis, vous verrez des exemples de critères, là, d'indicateurs, mais ça va varier selon les risques, évidemment. Donc, vous voyez que le PAPRIPACT, c'est pas une vague liste de mesures, le PAPRIPACT, hein, ça devrait prendre la forme d'un véritable outil de pilotage de la prévention avec les mesures, leur correspondance avec le DUERP, et puis tous les éléments de détail qu'on vient d'évoquer. Voilà, je vous propose d'enchaîner tout de suite sur les... Ah non, on avait dit qu'on allait, oui, en introduction de la dernière partie sur les leviers d'action, un petit sondage. On va vous adresser deux questions auxquelles on vous demande de répondre. Vous les voyez affichées à l'écran. Deux questions. Alors, avez-vous facilement accès au DUERP de votre entreprise? Et puis, deuxième question, dans votre entreprise, le CSE est-il consulté chaque année sur le document unique et sur le PAPRIPACT, sur le plan de prévention? Voilà, on vous propose d'y répondre et pendant ce temps, je pense qu'on va vous afficher. Oui, pardon. Juste, peut-être pendant ce temps, j'ai envie d'en profiter, comme il y a eu beaucoup, beaucoup de questions dans le chat, et encore une fois, c'est très important et intéressant pour nous, puisque ça veut dire aussi que tout ça, ça suscite de l'intérêt pour vous et dans l'exercice des prérogatives qui sont les vôtres. Il y a énormément de questions autour, avec des exemples précis, autour de la constitution en fait des unités de travail, comment on s'y prend. Il y a même une question qui revient en disant c'est quoi un bon exemple de DUERP. Voilà, je pense que du coup, ce qu'on peut quand même redire, et en tout cas, c'est aussi la vocation de cette présentation, c'est que en fait, autant comme le principe doit être respecté partout, hein, sur le DER, qui est bien effectivement toute la checklist un peu que Carole vous a présenté là sur c'est quoi, comment repérer qu'un DUERP ne répond pas à sa fonction. Donc voilà, c'est des premiers éléments. Mais vous voyez bien qu'en réalité, au travers de tout ce qu'on est en train de se dire, c'est que c'est véritablement comment est-ce que on fait en sorte que les risques soient vraiment évalués sur les notions de travail réel et les situations de travail réel. Et donc, c'est toujours un petit peu délicat d'avoir des réponses génériques, de dire voilà comment est-ce qu'il faut faire. C'est toujours par rapport à des situations de travail qui sont réelles et donc du coup qui sont très différentes selon l'organisation du travail, Ouais. selon les Oui. sites, Ouais. enfin voilà. Donc Bon, on vous encourage sur ce point parmi vous, celles et ceux qui ne se sont pas formés, faites la formation SSCT parce que l'idée, c'est justement de vous former pour pouvoir apprécier la qualité du document unique, notamment dans votre entreprise, hein, d'avoir un regard critique et de voir quelles actions mettre en place pour l'améliorer. On va y aborder ce point-là. Alors, vous avez répondu au sondage. Alors, avez-vous facilement accès au DUERP de votre entreprise? Oui, à 66%, mais quand même non, pour un peu plus d'un tiers. Donc, ça montre qu'on a encore des progrès à faire. Vous voyez, ça, c'est un critère, bon, ça paraît évident, et pourtant, dans un grand nombre de cas, il y a un problème d'accès. Nous, on le voit, hein, notamment dans les formations SSCT, les élus, alors quand on recommence à regarder le DUERP, maintenant, ils sont évidemment sous format numérique, les élus cherchent à accéder au DUERP et en fait n'y parviennent pas. C'est compliqué. Donc ça, c'est un problème. C'est sans doute le premier obstacle à lever pour réussir à travailler sérieusement sur la démarche de prévention. À lever, c'est ce problème d'accès au DUERP. C'est un enjeu majeur. Est-ce que vous êtes consulté chaque année sur le DUERP et sur le plan de prévention? Ben, vous voyez, hein, oui pour 49%, non pour 42%, ne sait pas pour 9%. Donc,
on n'est pas tout à fait encore, vous voyez, conforme aux exigences légales, hein. Ce que je vous ai présenté, vous voyez, le droit est bien fait, c'est-à-dire que la démarche est cohérente, elle est fondée sur des supports, hein, le document unique d'évaluation des risques, le PAPRIPAC, qui répondent à des exigences quand même assez fortes. Donc, si tout était fait correctement, la prévention devrait être assez solide, mais on est parfois effectivement assez loin de ces objectifs, hein. Carole, j'ai juste envie Ouais, de rajouter, parce que dans le chat, en fait, au petit sondage, là, ce que je trouve intéressant aussi dans ce qui se passe sur le chat et dont témoignent plusieurs élus, c'est de dire, finalement, on aurait presque pu répondre oui et non aux deux questions, dans le sens où ça peut être partiel, hein. Plusieurs témoignent du fait de dire, bah, par exemple, on est consulté sur le PAPRIPACT, mais on n'est pas consulté sur le DUERP. Voilà. ouais, Donc voilà, ça c'est aussi intéressant de connaître l'ensemble de vos prérogatives et puis de les faire ouais. exercer, parce qu'en plus ces documents ils sont liés, ils ont évidemment un PAPRI Pacte, il est censé répondre dans les actions de prévention qu'il doit mettre en œuvre par rapport à des risques qui sont identifiés dans le DUERP. Donc il y a une cohérence à ce que vous ayez évidemment votre rôle à jouer sur les deux, quoi. On va le voir. Je vais vous montrer concrètement le cadre de la consultation là, sur les documents. J'ai peur de 11h40. Bon, il nous reste Oui, encore un petit peu de temps, mais je pense qu'on peut peut-être évoquer la dernière partie. Je vous montre un peu comment, enfin, les différents leviers d'action des CSE pour vraiment bien fixer les repères sur le sujet. Puis après, on pourra encore reprendre des questions et puis discuter une fois que vous aurez une vue complète. Alors, bon, vous l'avez compris, la démarche de prévention, c'est une démarche collégiale, dynamique, itérative, à construire dans le cadre du dialogue social. Elle implique à la fois bon, l'employeur, alors on va le redire, mais c'est très important, l'employeur est responsable, bon, il y a une obligation de prévention et le DUERP est établi sous sa responsabilité, hein. C'est l'employeur qui établit le document unique. Il désigne, pour ce faire, il y a un article du Code du travail qui prévoit ça, hein, il désigne une personne compétente qui a eu une formation en santé-sécurité, en prévention des risques professionnels, pour s'occuper des activités de protection de la sécurité, de la santé physique et mentale des salariés, dont notamment l'évaluation des risques et le suivi du plan de prévention. Donc, vous devez normalement avoir une référente, hein, dans l'entreprise sur ces questions. En tout cas, ça relève les documents de prévention, la démarche de prévention, sa bonne mise en œuvre, le caractère complet des supports, etc. C'est une obligation de l'employeur. Les représentants du personnel, ils ont des prérogatives spécifiques, on va les détailler, mais ils ont leur rôle à jouer évidemment dans la démarche de prévention. Et puis on a dit les salariés, évidemment, ils sont associés à la démarche de prévention, hein. Ils doivent être impérativement associés à l'évaluation. Voilà. Alors, on va détailler un petit peu. Bon, donc, on a 3 documents essentiels pour le CSE, ayez ça en tête, hein. Alors, 2 plus 1, hein, parce que le rapport annuel, c'est bon, c'est un peu plus aléatoire, hein. Parfois, on ne le trouve pas, il est pas produit, il contient des éléments intéressants. Mais enfin, les 2 documents piliers, c'est le document unique d'évaluation des risques, hein, ce qu'on vient de voir, et le programme annuel de prévention. Et puis donc ce troisième document, le rapport annuel SSCT qui doit être établi en fin d'année. On va détailler un peu. Donc ça, ce sont les 3 documents de prévention obligatoires que l'employeur doit obligatoirement produire et qui sont soumis à la consultation du CSE. On va détailler. D'autres documents existent relatifs à la prévention et sont tenus normalement à la disposition des représentants du personnel au CSE, dont les éléments du bilan social, hein, ou de la BDESE. Il y a plein de données dans ces supports qui intéressent directement la prévention des risques professionnels. La fiche entreprise réalisée par le service de prévention et de santé au travail, ça, c'est souvent les élus ne connaissent pas, mais c'est très intéressant, hein. Il faut demander la communication de la fiche entreprise, elle est obligatoire. Le rapport du médecin du travail, ça, c'est pour les entreprises de plus de 300 salariés. Le médecin du travail établit un rapport annuel, là aussi qui contient des éléments intéressants. Les résultats d'enquête, les rapports d'expertise, mais aussi donc, les courriers d'autres acteurs externes, hein. Le représentant CARSAT, ce sont les acteurs externes de la prévention des risques dans l'entreprise, la CARSAT, l'inspection du travail, le médecin du travail, qui peuvent faire un certain nombre d'injonctions, apporter des conseils, faire certaines préconisations, formalisées notamment par des courriers.
Donc ça, c'est important que vous ayez une vue sur tous ces éléments-là. Et puis par ailleurs, hein, il y a, alors là aussi, c'est prévu par la partie 4 du Code du travail, tout un ensemble de documents, certificats, fiches que vous pouvez utiliser pour vérifier que l'employeur a bien répondu notamment à ses obligations de sécurité. Bon, donc ça, c'est un peu le panorama sur les documents. On va détailler sur les 3 documents obligatoires, hein, document unique. Et alors là, l'enjeu, c'est que vous puissiez bien repérer vos prérogatives. Donc, on a le DUERP. Voilà, on reprend ici quelques éléments sur le contenu et sur la méthode. Vous avez 2 prérogatives, hein, vous, représentants du personnel sur le DUERP. 1, vous contribuez au DUERP, c'est ce que dit le Code du travail. Comment contribuez-vous au DUERP? En exerçant vos prérogatives, hein, relatives à l'analyse des risques professionnels et la prévention, c'est-à-dire lorsque vous faites des inspections, vous êtes censé faire des inspections trimestrielles, lorsque vous faites des enquêtes à la suite d'accidents du travail ou de maladies pro, lorsque vous exercez votre droit d'alerte en cas de danger grave et imminent, lorsque vous faites appel à un expert, vous décidez le recours à une expertise parce qu'il y a un risque grave dans l'entreprise ou dans le cadre d'un projet important modifiant les conditions de travail. En exerçant ces prérogatives, vous pouvez faire remonter, porter à la connaissance de l'employeur certains risques et ainsi enrichir le document unique. Donc, vous contribuez de cette façon-là au document unique. Alors ça, c'est la première prérogative. La deuxième prérogative, c'est que vous êtes consulté sur le DUERP. Au moins une fois par an, et en théorie, enfin en droit, normalement à chaque mise à jour. Mais ce qui serait bien, c'est que ce soit au moins une fois par an. Alors, le problème, c'est que la loi ne précise pas dans quel cas la consultation a lieu. Ça peut être à n'importe quel moment dans l'année. La logique voudrait que la consultation sur le DUERP ait lieu en même temps que la consultation sur le PAPRI Pacte. Vous êtes consulté chaque année dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale et conditions de travail et l'emploi sur le PAPRI Pacte et sur le bilan SSCT. Bon, il faudrait que dans cette consultation, en même temps, vous soyez consulté sur le DUERP. Comment rendre un avis sur le PAPRI Pacte si on n'a pas le support associé, hein, qui est le DUERP? Donc, idéalement, il faudrait être consulté sur les 3 documents en même temps. Voilà, donc sur le PAPRI Pacte, vous avez des prérogatives spécifiques, hein. Vous pouvez rendre un avis sur le PAPRI Pacte, hein, pour vérifier là aussi que l'employeur a bien respecté ses obligations. Est-ce que le PAPRI Pacte est orienté prévention primaire, respecte les principes généraux de prévention? Est-ce que tous les renseignements sont bien contenus dans le document ou pas? Vous pouvez également proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires dans le PAPRI Pacte, hein, demander l'ajout de mesures complémentaires de prévention. Et puis, rapport SSCT en fin d'année. Bon, le rapport SSCT, je disais, c'est plus aléatoire. Il y a un arrêté qui date de 85 de mémoire qui fixe le contenu de ce document, hein. Il y a un certain nombre de rubriques. C'est assez intéressant, hein, quand c'est bien fait, ce document. Et donc, vous êtes consulté également sur ce document. Alors, à noter, ce document, il contient notamment en annexe un bilan des actions mises en œuvre au cours de l'année précédente. Donc, ça vous voyez, donc c'est en ça que le rapport SSCT est aussi un support à cette démarche dynamique de prévention, hein. Donc, chaque année, on met à jour le document unique, on établit le programme, on met en œuvre, on fait le bilan des actions en fin d'année. Et puis, le cycle recommence. Voilà. Alors maintenant, on va détailler un peu, vous voyez ce qu'on a vu là, comment les élus du CSE peuvent-ils contribuer à l'évaluation des risques? Alors concrètement, vous pouvez contribuer en exerçant vos prérogatives en matière de SSCT, santé, sécurité, conditions de travail, c'est-à-dire en réalisant des inspections. Les inspections en droit, c'est au moins une fois par trimestre. Le CSE réalise des inspections et donc vous allez sur le terrain à la rencontre des salariés, vous faites des observations, des visites, vous échangez avec les salariés pour discuter des conditions de travail, repérer des situations qui se dégradent, des risques en présence et vous en faites le compte-rendu en réunion de CSE. Hein. Alors, le compte-rendu, et vous détaillez factuellement les risques que vous avez repérés et vous proposez des actions de prévention. Ça fait partie de vos prérogatives. Et en plus, ça permet comme ça que les réunions de CSE, la discussion se fonde sur les remontées de terrain, hein, c'est-à-dire que vraiment, on on prenne en compte le travail réel dans la discussion sur les mesures de prévention. Donc ça, c'est vraiment la prérogative routinière qui vous permet de rester en prise avec ce qui se passe sur le terrain et de faire des remontées régulières à l'employeur.
Vous pouvez également déclencher des enquêtes à la suite d'accidents du travail ou de maladies, voilà, à la suite de maladies professionnelles. L'enquête est paritaire, menée conjointement avec l'employeur. Ce sont des outils. Alors, il y a des méthodes, notamment l'arbre d'Écosse, qui a été mise au point, qui permet de réaliser l'enquête et de faire qu'elle soit orientée pour mettre en place une prévention adaptée. C'est très efficace, les enquêtes, hein, outillées avec ce type de méthode pour faire de la prévention, notamment primaire. Vous pouvez également déclencher des alertes pour dangers graves et imminents, hein. Il y a également des alertes en cas d'atteinte à la dignité des personnes, notamment en situation de discrimination ou de harcèlement moral ou sexuel. Vous pouvez déclencher ce type d'alerte. Alors là, c'est plutôt quand on est dans une situation vraiment critique, hein, avec vraiment des risques d'atteinte imminents à la santé et sécurité. Là aussi, l'enquête qui est menée est paritaire. Bon, la question a été posée tout à l'heure du délai pour mettre en place les mesures de prévention pour l'employeur. Dans le cas d'un danger grave et imminent, c'est une procédure d'urgence, donc tout doit être fait de façon très rapide pour préserver la santé et sécurité des salariés. Vous êtes également informé et consulté sur la politique sociale, hein, les conditions de travail et de l'emploi. Et dans ce cadre-là, vous êtes consulté sur, on l'a dit, les deux documents de prévention, PAPRI Pacte et bilan SSCT, plus du HERP, parce qu'ils devraient vous être soumis au même moment, hein, parce que les deux documents du HERP et PAPRI Pacte vont de pair. Autre prérogative que vous pouvez utiliser, l'expertise en matière de santé, sécurité, conditions de travail. Vous avez un droit de recours à l'expertise, hein, la délégation des représentants du personnel au CSE, dans le cadre de la politique sociale, dans le cadre de projets importants modifiant les conditions de travail quand vous êtes consulté, ou lorsque vous détectez un risque grave pour la santé et sécurité, vous pouvez alors faire appel à un expert SSCT, dont le rôle va être de faire un diagnostic des risques, caractériser les risques, décrire les conditions d'exposition, les atteintes à la santé et faire des propositions surtout pour améliorer la prévention. Et puis, dernier point, bon, je ne l'ai pas évoqué, hein, vous avez un droit d'accès à l'information utile, hein, à l'exercice de vos missions. Bon, ça, c'est très important, mais c'est un point constant. Ce n'est pas seulement sur les prérogatives SSCT, c'est pour l'ensemble de vos prérogatives, dont l'accès typiquement au DUERP, hein, dont on a vu tout à l'heure qu'il n'était pas encore mis en place dans toutes les entreprises. Voilà, on est allé assez vite, il est 11h52, il nous reste quelques minutes, c'est bien pour les questions. Je pense que c'est important, oui. cette partie sur les prérogatives. Oui, alors sur les questions, là encore, il y a eu beaucoup de questions et puis certaines du coup qui avaient déjà été posées enfin, au cours de la présentation de la première partie. Peut-être avant de revenir sur un certain nombre de questions, je trouve intéressant un témoignage qui a été fait par Fabrice Lebellu sur le fait que les employeurs publics, bien que soumis finalement aux mêmes obligations, se dispensent assez scandaleusement. Je reprends ces termes, mais effectivement, c'est une vraie question. Voilà, et donc c'est vrai on n'a pas dissocié dans notre présentation Secteur cet public, élément entre secteur privé privé. et public, mais en réalité, Ouais. effectivement, et je pense que c'était pour ça que je trouvais intéressant de Ouais. mettre en avant son témoignage, effectivement, parce qu'il y a aussi les parents pauvres. Ouais, effectivement. Sur, Oui, on le sait, effectivement. Hum, 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 hum. Alors du coup, je vais peut-être regrouper plusieurs questions. Il y en avait une de Nordine Benchila sur quel est finalement le recours du CSE si la mise à jour n'est pas faite chaque année. J'allais dire peut-être le premier réflexe, hein, c'est que malgré tout, il y a une obligation de consultation. Donc déjà, vous pouvez du coup argumenter autour de cette obligation de consultation. Et pour pouvoir complètement répondre, j'ai envie de renvoyer à un témoignage qui nous a été fait dans le chat de Nasser Belhadj Ahmed, qui dit qu'il a dû faire intervenir l'inspection du travail au bout de 3 mois de mandat, car ils ignoraient en fait toutes les demandes qui étaient portées par le CSE quant à l'accès aux informations. Et il dit, c'est pas toujours facile. Et je pense qu'effectivement, ce qu'on peut retenir de ça, c'est de dire vous avez des prérogatives comme un certain nombre de choses qui sont inscrites dans la loi.
C'est pas toujours simple de les faire appliquer, mais vous pouvez peut-être aussi vous appuyer sur des tiers. Dans ces tiers, Ouais. il y a évidemment l'inspection du travail qui a son rôle à jouer. Alors, on sait que l'inspection du travail est elle-même aussi beaucoup débordée, mais n'hésitez pas à vous faire soutenir aussi par l'inspection du travail notamment, hein. Je pense que c'est pour l'exercice de vos droits, c'est un élément important, quoi. Voilà, sinon il y avait plusieurs questions qui se rejoignent que je mettrai, un petit peu ensemble. Il y avait Yves Puyraveau et puis, Ronalp, qui disait aussi quand doit être intégré le CSE? Alors c'était les questions que j'avais un peu regroupées, tout à l'heure. C'est, quand est-ce que le CSE doit être intégré dans la construction du DERP? Est-ce qu'il est seulement consulté ou est-ce qu'il a l'obligation de participer à la construction avec la direction? Et puis, sur, le volet inclusion des salariés, est-ce que c'est à la charge de l'employeur de le faire ou du CSE ou des 2? Enfin voilà, et Bon, puis il y ouais, avait alors ça c'est un point important, ouais, ouais. ouais. Alors ça, oui, Je ouais. prolongerai juste sur une autre question qui a été posée qui dit: «Qui a le droit de registrer un risque dans le DUERP?» Est-ce que c'est juste le chef de service ou, chez eux, c'est ça dont ils témoignent, hein, voilà. Donc je trouve que c'est des éléments importants parce que finalement, ça va donner, un éclairage supplémentaire ou complémentaire à la présentation autour du rôle de chacun, qui sont bien à dissocier, heu, avec les obligations de l'employeur, lui qui doit élaborer effectivement l'évaluation des risques et pour, j'allais dire les autres contributions, enfin de manière générique, mais tu pourras prolonger évidemment Carole. Mm, Heu, il y a une contribution à avoir et une association des salariés, mais ça ne dispense pas en fait l'employeur dans un premier temps de faire et de procéder à cette évaluation des risques, mm, en tant que telle. Et je te mm. laisse, peut-être, Alors, oui, alors vraiment, parce que c'est pas simple en plus, hein, c'est pas très simple de bien repérer quelle est la place, le rôle, les prérogatives de chacun. Il faut repartir des obligations légales. L'obligation de préservation de la santé-sécurité, elle pèse sur l'employeur, hein. C'est la contrepartie du contrat de travail, c'est ça que fixe la jurisprudence 2002 dans le cas de l'affaire de l'amiante. Donc, la contrepartie du contrat de travail, évidemment, c'est la rémunération et c'est la protection de la santé-sécurité du salarié, c'est-à-dire en échange de la relation de subordination, en vertu de laquelle le salarié se conforme aux prescriptions, aux consignes de l'employeur. La contrepartie, c'est qu'il y a une rémunération et c'est qu'il y a une protection de la santé-sécurité. Il faut vraiment, le fondement légal, c'est celui-là. Donc, c'est l'employeur qui porte la responsabilité. Et de là découle qu'il doit établir un document unique et qu'il doit établir un papier pacte et s'assurer que les mesures de prévention sont efficaces et permettent de préserver effectivement la santé et sécurité des salariés. On l'a dit, c'est une obligation renforcée, hein. Il y a une obligation de réussite d'une certaine manière. Sinon, sa responsabilité peut être mise en cause. Donc, c'est l'employeur qui est responsable. Alors, évidemment, c'est pas, alors c'est l'employeur juridique, hein. Dans l'entreprise, c'est pas le directeur général qui va s'occuper, qui va passer son temps à faire le DUERP, le Papri Pacte, etc. Donc, c'est pour ça que le Code du travail prévoit que l'employeur désigne une personne, un référent santé-sécurité, dont le rôle sera de s'occuper de toutes ces activités relatives à la prévention des risques. Établir le document unique, voilà, mettre à jour l'évaluation, élaborer le Papri Pacte. Alors, en concertation, hein, c'est du pilotage de projet parce que ça doit associer largement les acteurs dans l'entreprise, hein, suivre la mise à jour suivre la mise en œuvre des mesures, etc. Donc, la logique, c'est ça. Le CSE contribue à l'évaluation, pas en se substituant à l'employeur. Ce n'est pas au CSE de faire le DUERP. Ça n'aurait aucun sens puisque le CSE est consulté sur le DUERP. Vous n'allez pas rendre un avis sur un document que vous avez vous-même produit. Vous voyez, donc en fait, vous êtes consulté, votre rôle, c'est de bien veiller à ce que l'employeur ait rempli ses obligations, de bien veiller que tous les risques soient bien inscrits, qu'ils soient bien cotés, qu'il y ait une bonne hiérarchisation des risques. Vous voyez, alors, c'est ça que vous allez rendre dans la vie, hein. Vous allez faire des commentaires sur la méthode, est-ce que le travail réel est pris en compte ou pas, est-ce que tous les risques y sont, est-ce que la cotation est bonne. Et puis, vous allez, au fil de l'eau, dans l'année, contribuer à l'évaluation en faisant des remontées régulières à l'employeur sur les risques que vous identifiez vous.
quelle qu'en soit la nature, hein, des risques liés à parking mal aménagé, des risques de collision, des risques d'agression, des risques psychosociaux, du risque chimique. Vous voyez, alors, à chaque fois que vous détectez un risque, la logique, c'est de regarder ce qui est inscrit sur ce risque-là dans le DUERP et de comparer avec la situation que vous avez observée. Et si le risque est mal évalué dans le DUERP, ben vous demandez à l'employeur, vous mettez un point à l'ordre du jour de la réunion de CSE, et puis vous faites le compte-rendu de votre analyse, et vous demandez à l'employeur de mettre à jour le DUERP à partir de ces éléments. C'est ça la logique. Dès que vous faites une inspection, une enquête, une expertise, etc., ça va permettre d'alimenter le DUERP, et c'est comme ça que vous contribuez. Mais les obligations ne sont pas les mêmes. Si un incident survient, grave, voire mortel, votre responsabilité à vous, élu, ne sera pas recherchée. Vous n'avez pas de responsabilité particulière en la matière. C'est l'employeur qui la porte. Hein, vous avez un rôle de veille et de contribution. Ça, c'est quand même très important enfin, vraiment avoir les repères clairs là-dessus. Je le dis d'autant plus qu'on voit certaines entreprises où on a encore parfois le DUERP, l'élaboration du DUERP qui est déléguée d'une certaine façon à la commission SSCT. Donc, ce sont les élus qui essayent de se dépatouiller de ça alors que c'est une responsabilité de l'employeur. Bon. Sur l'inclusion des salariés, la question a été posée, ben, c'est le même sujet. L'inclusion des salariés, il appartient à l'employeur, via le référent santé-sécurité, de mettre en place la bonne méthode d'évaluation en associant les salariés. Et pour enregistrer le risque, c'est pareil, c'est sous le contrôle du référent santé-sécurité qui tient à jour le DUERP. Mais ça peut être sur proposition des représentants du personnel. Il est midi Ouais. 1. Il est temps de couper. Bon, il y aurait Alors, sans doute d'autres voilà. questions. Oui, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Après, on vous invite, si vous avez des problématiques particulières. Il y a eu pas mal de choses aussi autour de l'amiante, là, enfin, sur des sujets très spécifiques. Voilà, il y a aussi l'adresse du contact de Syndex. Donc, surtout, n'hésitez pas à revenir vers Mais vous nous le retrouvez à sur, la fin. voilà. Donc, Vous le retrouverez à la fin du document. Ouais. et on vous remercie pour toutes vos questions et les réponses qu'on a pu partager avec vous. Oui, on vous envoie du coup le support et le replay par mail et puis vous retrouverez sur le site internet de toute façon tous les éléments. Et pour les questions, n'hésitez pas à vous rapprocher. Bon, il y a des groupes Syndex partout, donc des intervenants à proximité de chez vous. Merci et bonne journée à toutes et à tous.